Et ensuite, il a bien fallu faire le constat d'une énorme augmentation des cancers du poumon dus au tabac, mais également une énorme augmentation des mêmes cancers dus à l'amiante et une très forte augmentation enfin de différents types de tumeurs clairement attribuées aux rayons X. Ces constats sont terribles et il faut aujourd'hui faire tout ce que nous pouvons pour éviter que cela ne se reproduise avec les ondes électromagnétiques, du fait de l'utilisation massive des techniques de télécommunication d'aujourd'hui. Et vous pensez que l'industrie vous écoute? Non. L'industrie est absolument persuadée qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle n'a pas les mêmes craintes que moi. Elle a ses propres rapports d'expertise scientifique, pas médicale. Mais ces experts lui rapportent que les gens comme le professeur Adelkofer sont des imbéciles en affirmant que quelque chose pourrait arriver, alors que eux sont absolument persuadés du contraire. Retour aux États-Unis, à Baltimore, sur la côte Est. Cette ville portuaire est un peu le berceau des class actions américaines contre les grandes industries. C'est ici que se sont tenus dans les années 90 les grands procès contre l'industrie du tabac et contre celle de l'amiante, qu'elles ont perdu. Et c'est toujours de Baltimore qu'une autre offensive contre l'industrie du portable a été déclenchée. À la manœuvre, l'avocat Peter Angelos, célèbre depuis qu'il a fait plier les fabricants de tabac et d'amiante. Lui s'est jeté sur un autre cas concret, celui de Chris Newman. L'homme que vous voyez était autrefois un neurologue reconnu. Ce soir, il affirme que sa vie a été ruinée par les téléphones portables. Le résultat final, il est là. Vous voyez cette cicatrice? C'est ça le résultat. Le docteur Newman a engagé des poursuites contre le fabricant de son portable. Il affirme que son usage prolongé, à la fin des années 80, a provoqué l'apparition d'une tumeur cancéreuse dans son cerveau. Depuis, Chris Newman est mort. Mais son cas n'a pas réussi au grand avocat. La class action qu'il comptait mener a été très vite enrayée par la justice de l'État du Maryland, ratée. Flairant encore tout de même la bonne affaire, Peter Angelos a changé son fusil d'épaule. Il intente maintenant une nouvelle class action surnommée l'affaire de l'oreillette. Il attaque l'industrie parce qu'elle ne fournit pas aux consommateurs à titre de précaution des oreillettes ou des casques. Peter Angelos ne plaide plus contre les dangers du portable, il s'en prend simplement à un déficit d'information. Mais il serait évidemment un allié de choix pour le Dr Carlo dans sa quête de justice. Dr Carlo, j'ai rendez-vous. Dr Carlo? Yes. Okay, thank you. Problème, le célèbre avocat n'a manifestement pas très envie de partager. Le docteur Carlo est conduit sans élégance, reste cependant grand seigneur. Il sait bien que Peter Angelos, l'avocat milliardaire, n'a pas très envie de faire savoir qu'il a pris des intérêts dans une usine de fabrication d'oreillettes et qu'il espère un beau retour d'investissement si la justice lui donne raison. C'est légal aux États-Unis, mais pas très élégant. Le docteur Carlo préfère constater que l'offensive d'Angelos ne sera pas inutile pour les consommateurs qu'il veut défendre.
Dans ce type d'affaires, une demande de 800 millions de dollars inclut tous les dommages et intérêts possibles, y compris les sanctions punitives, et c'est destiné à ce que l'industrie change de comportement. Un verdict à 10 millions de dollars pour une industrie aussi énorme que celle-là ne les pousserait pas à changer leurs habitudes. 800 millions de dollars, ils sont obligés de faire attention. C'est pour ça que la barre est mise aussi haut. Aux États-Unis comme ailleurs, le public ne semble pas encore se faire beaucoup de soucis sur les risques possibles des portables. Les ventes progressent allègrement, les jeunes et les enfants font l'objet d'un marketing acharné. Le portable est devenu indispensable. Les profits sont énormes, ils permettent de financer des développements technologiques incessants qui soutiennent à leur tour la demande des consommateurs. Alors, pas question de gâcher leur plaisir en les informant des quelques problèmes qui pourraient se poser. Où en est-on en termes de santé? Il y a tellement de gens qui veulent ce téléphone que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Ils le veulent, donc ils se moquent complètement du danger. Personne n'y fait plus attention. Et vous, dans votre travail, ça vous tracasse? Quoi? Ben, les radiations, ça vous inquiète? Oui, ça me concerne, mais j'y pense pas trop, parce que j'ai besoin de mon téléphone. En fait, finalement, peu importe quel type de radiation ça émet, j'ai juste besoin de ce truc. Consommation à tout prix et risque par pertes et profits, nous sommes tous les mêmes. Nous refusons de nous méfier des ondes de nos mobiles chéris. Là, ce qu'on regarde, c'est le téléphone lui-même. Le portable est l'antenne. Alors supposons que c'est le téléphone dont vous allez vous servir et que ce papier représente le champ de radiation qui vous concerne. Si vous utilisez une oreillette, ce spectre de radiation est éloigné de votre corps. C'est pourquoi les oreillettes ou les casques sont tellement importants. Mais quand vous mettez ça contre votre tête, le spectre des radiations pénètre dans votre crâne. Et là, dans ce cas, là, comme ça rentre dans le cerveau autant que ça. Et c'est ça qui nous préoccupe. C'est cette partie du spectre qui cause des dommages génétiques, un affaiblissement de la barrière sanguine cérébrale et une augmentation du risque de tumeur. Je me sers d'un portable comme tout le monde, c'est devenu une partie de notre vie. Sans téléphone, j'ai l'impression que quelque chose me manque. Mais quand je m'en sers, j'utilise une oreillette. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et naturellement, je le pose. Et je parle comme ça, de façon à ce que le téléphone ne soit pas trop proche de moi. Quand vous le mettez dans votre poche ou que vous l'accrochez à la ceinture, vous exposez d'autres régions importantes. 80% de nos cellules sanguines sont produites dans les os de la hanche. Et donc, avec votre téléphone à la ceinture, vous exposez les zones de fabrication des cellules sanguines. L'oreillette est le meilleur remède intermédiaire possible. Elle vous donne la possibilité, le pouvoir d'éloigner les radiations de votre corps et de continuer à utiliser votre téléphone. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Washington. Ici aussi, bien sûr, on suit avec attention les développements de la guerre des portables. Le lobby de la téléphonie mobile se réfugie dans un silence satisfait en se contentant de souligner régulièrement qu'aucune publication scientifique de haut niveau n'a jamais irréfutablement établi la dangerosité des ondes électromagnétiques. Pendant que Carlo et les avocats en coulisses achèvent leurs préparatifs, les résultats de recherche qui continuent à se mener ailleurs sont pourtant assez surprenants. George Carlo suit ainsi avec attention les travaux de l'Université catholique de Washington. Cette institution vieille de 120 ans est très réputée, notamment dans le domaine de la communication mobile. Depuis des années,
Elle est un des interlocuteurs privilégiés de la plus puissante des administrations américaines, l'armée. Il y a déjà 20 ans que les militaires américains lui ont demandé de plancher sur une communication sans fil et sans risque. L'armée ne veut pas mettre en danger ses propres soldats avec leurs moyens de communication, en général plus puissants et plus nombreux que les simples portables des civils ordinaires. Pendant des années, ce laboratoire a donc passé les ondes électromagnétiques à la moulinette, budget quasiment illimité, obligation de résultat, liberté totale dans les axes de recherche et à l'origine, pas le moindre présupposé. Je n'étais pas vraiment convaincu que les effets étaient réels jusqu'à ce que nous réussissions à les éliminer. Nous avons mis au point une méthodologie qui annihile ces effets. On peut en fait les annuler ou alors les redéclencher comme on veut, ce qui est en soi une démonstration assez puissante de leur existence. Et si on peut faire ça, il devient très difficile d'argumenter que les ondes électromagnétiques n'ont aucun effet. Du coup, la collaboration qui s'était établie avec les industriels de la téléphonie mobile est devenue un peu plus ardue. Au tout début, les autres qui nous avaient contactés étaient très heureux de collaborer avec nous. Ils nous ont d'ailleurs autorisés à commencer nos travaux. Et pour des raisons diverses, quand il est devenu évident qu'il ressortait de nos travaux que des effets secondaires étaient possibles et qu'il y avait peut-être une solution, un petit peu de nervosité est apparue dans le management, qui a rendu nos relations de plus en plus aigres. En fait, ils ont voulu rompre et ne plus rien avoir à faire avec nous. Vous savez, c'est drôle, mais l'industrie est devenue nerveuse. Et dès que les choses sont devenues un peu moins simples, leurs scientifiques avec lesquels on était supposé collaborer ont été remplacés par des avocats. Les travaux se sont poursuivis et ils ont fini par aboutir. Une des choses que notre recherche a démontré, c'est que les signaux de ce type de téléphone classique ont, disons, un effet biologique. Les cellules peuvent capter et réagir à ces signaux. Dans notre laboratoire, nous avons développé un matériel qui peut être intégré au portable et qui permet d'inhiber les capacités de la cellule à répondre aux signaux périodiques émis par les téléphones portables. Et vous pouvez constater que la courbe inférieure est similaire à celle émise par un téléphone standard. Ces signaux sont des pulsations périodiques qui représentent les salves qui sont émises par un GSM classique. Sur la courbe du haut, on voit un signal qui correspond à un bruit qui, en se combinant avec le signal du bas, change l'environnement dans le périmètre du téléphone, en parasitant en quelque sorte le signal. Et cela inhibe les cellules, qui ne répondent plus à cette combinaison. Il y a toujours un défi à transformer un résultat de recherche en application concrète. Dans le cas de nos travaux, la production de ces champs sonores qui inhibent la réaction des cellules nécessitait beaucoup d'équipements. Un peu comme ceci, gros, encombrant, de l'équipement lourd. Le défi, c'était de mettre tous ces éléments dans un tout petit équipement qui pouvait être intégré à un téléphone portable. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de notre développement. On a été capable de produire le même signal inhibiteur comme celui de notre laboratoire, avec son matériel lourd et coûteux. Et ça, on l'a fait avec quelque chose de petit et de très pratique. Ces travaux ont permis aux militaires américains de développer leur propre technologie de communication sécurisée. Et le brevet de l'Université catholique de Washington a été racheté par des industriels plutôt futés, les époux Bach, un couple d'origine danoise installé en Californie. Coût du rachat,
10 millions de dollars. Mais pour eux, le microprocesseur du docteur Penafiel représente une énorme opportunité industrielle. Si leur ami George Carlo va au bout de sa croisade contre les industriels du portable et qu'il la gagne, il y aura des centaines de millions de téléphones à équiper. George Carlo, aujourd'hui, est invité à une cérémonie au cœur du Capitole.